15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, ancien chef cuisinier français, ancien chef de l'Élysée, ancien ambassadeur pour la gastronomie, l'alimentation et les arts culinaires, multidistingué, auteur de nombreux ouvrages. Guillaume Gomez vient nous voir pour son livre À la table du destin, d'un rêve d'enfant au palais de l'Élysée aux éditions Hors Cadre. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité et ce en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Guillaume Gomez. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. J'ai dit beaucoup ancien au démarrage de cette émission, mais pourtant vous faites beaucoup de choses. On va l'évoquer dans un instant. Merci d'être avec nous pour tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. C'est un peu l'ADN de cette émission et on démarre par le début, toujours le début. Guillaume Gomez, vous êtes né un 8 août 1978 à Paris, fils de modestes brocanteurs, Béatrice et José Gomez, anciens légionnaires. Vous avez grandi avec vos parents d'origine espagnole, marocaine et française, je crois savoir, et votre sœur en région parisienne, à Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis. Tout d'abord, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Merci déjà de m'avoir invité, vous me remerciez d'être venu, mais c'est à moi de vous remercier de mettre la lumière sur ce livre et sur mon parcours. Quel genre d'enfance j'ai eu ? Une enfance heureuse. Alors c'est vrai, à l'image du livre, quand on peut lire ça, on se dit tiens oui, c'est pas l'enfance idéale, mais pour l'enfant que j'étais entouré d'amour, je manquais de rien ou de pas grand-chose. C'était une époque avant la communication et les réseaux sociaux, on n'avait pas l'impression de manquer quoi que ce soit parce qu'on n'avait pas tel ou tel objet, telle ou telle voiture, telle ou telle vacances. Donc je pourrais dire que j'ai eu une enfance heureuse. Une enfance heureuse, vous en parlez de cette enfance beaucoup dans cet ouvrage-là. Cela fait de vous quel genre de petit garçon alors ? Un petit garçon déjà assez vite mature, assez vite droit dans ses bottes, dans le sens où je sais très tôt, ce que je veux faire, et deux, comment m'y prendre. C'est-à-dire que j'obtiens assez facilement ce que je veux dans la vie parce que je suis convaincu d'être dans la bonne direction. J'écoute beaucoup, je me renseigne, j'apprends bien évidemment, mais je suis un petit garçon docile, mais assez têtu, assez ferme dans ses prises de décision et qui se donne les moyens d'arriver à ses fins à chaque fois. Donc je parle de ça bien sûr avec le recul de l'homme que je suis aujourd'hui, mais c'est vrai que je me rends compte que en analysant un petit peu le parcours qui fut le mien, c'est que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été très entouré, très appuyé, très conseillé, mais à chaque fois j'ai assumé les responsabilités qui étaient les miennes et les choix qui étaient les miens. Exactement, on va voir dans cette émission qu'il y a comme une destinée comme ça, un espèce de maillon à chaque fois qui vient fermer une boucle, en ouvrir une autre. Dès tout petit, vous êtes déguisé en cuisinier, ce qu'il faut l'expliquer, avec les casseroles comme ça autour de vous en guise de ceinture, et dès l'âge de 14 ans, vous rêvez de passer des concours de cuisine que vous allez remporter tout du long, et pas toujours bien sûr, mais à ce stade, on peut dire que c'est l'amour du métier, mais aussi l'envie de vous en sortir qui va aussi vous guider. Oui, à ce moment-là, je ne le sais pas parce que je ne fais pas une introspection sur moi-même ni une analyse de l'enfance qui est la mienne. Mais c'est vrai que très tôt, je ne peux pas vous dire quand, puisque j'ai toujours voulu faire de la cuisine. Et il y a cette photo dans le livre où j'ai 3 ans, en maternelle, on doit se déguiser dans le métier qu'on veut faire plus tard. Et au milieu des cow-boys et des pompiers et des princesses, je suis un cuisinier. Et ça m'est toujours resté. Et c'est vrai qu'à l'âge de 14 ans, quand j'ai eu le droit d'aller faire de la cuisine parce que j'avais l'âge pour entrer en apprentissage, bien que bon élève, je décide, alors il faut se remettre aussi dans l'époque, c'est il y a plus de 30 ans, moi je n'ai pas subi ce métier-là, j'ai choisi d'aller vers le métier de la cuisine à une époque où la cuisine n'était pas vue comme le métier d'excellence qu'il est aujourd'hui et l'apprentissage comme la filière d'excellence qu'elle est aujourd'hui. On va voir dans votre parcours tout cela évidemment, mais vous en parlez quelque part en toile de fond, il y a un climat de pauvreté qui est en vous. Et vous vous dites peut-être, et ça c'est ce qui vraiment m'a donné envie de vous poser cette question, que quelque part vous allez choisir ce métier pour manger à votre faim, Guillaume Gomez. Et c'est important de le dire parce que on sent comme ça ce qui va vous pousser au-delà de tout à atteindre vos rêves avec ce sentiment-là. Vous allez faire votre apprentissage très tôt aux Traversières avec Johnny Benariac. Et j'aimerais qu'on lui fasse un petit clin d'œil parce que vous dites que c'est un moment important. Bien sûr que c'est un moment important. Je le dis, j'ai eu la chance de rencontrer des femmes et des hommes tout au long de mon parcours qui m'ont aidé. Johnny a été l'un des premiers professionnellement, presque un deuxième papa, puisque je passe quand même des journées de 15 heures
une époque où on travaille 6 jours sur 7, on a une journée et demie de repos à l'époque, et la demi-journée, c'est le dimanche soir quand vous avez fini le service à 16h. Donc c'est quasiment une journée de travail aujourd'hui. Et Johnny, non seulement m'a appris ce métier, mais au-delà de ça, ne m'a pas dégoûté du métier, et au-delà de m'apprendre des recettes, ça a vraiment été un homme. Et c'est vrai que moi, je découvre très tôt, je me rends compte, en effet, qu'à la maison, il n'y a pas d'argent. Je me rends bien compte, alors je pense pas où est-ce qu'on se situe par rapport à d'autres, mais je sais que oui, par moment, je connais la faim, je vois bien que c'est pas normal que le frigo soit vide dès le jeudi. Donc, je me dis qu'il y a quand même quelque chose, et c'est vrai que ce métier de cuisinier me permettra de ne plus jamais avoir à chercher de la nourriture et avoir faim. Est-ce que c'est ce qui m'a convaincu ? Je ne le sais pas, j'ai toujours été bien gourmand. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis cet apprentissage et l'âge de mes 14 ans, je n'ai plus jamais eu faim. Johnny Benariac va être au-delà de tout parce qu'il ne va pas se contenter de vous avoir et de vous garder. Il va vous pousser, il va vous traîner je crois que ça se prononce de cette manière, au Divelec, Oui, dans le 7e arrondissement de Paris. Et il va vous dire, après le gibier, tu vas apprendre la mer et c'est votre chance. Oui, lui avait détecté en moi, me dit-il, c'est aujourd'hui un ami, bien évidemment, me dit-il, il avait détecté en moi quelque chose de plus que d'autres apprentis et de gamins de mon âge. J'ai entre 14 et 16 ans, 14 ans quand je rentre chez lui, 16 ans quand je termine mon apprentissage. Et bien évidemment, moi, je me voyais bien rester chez lui, et la facilité aurait été de rester chez lui. Et lui me fait comprendre que la vie, ce n'est pas que la facilité, justement. Et c'était l'un des premiers à me montrer que, alors qu'avant lui, j'avais l'exemple de mes parents pour dire que le travail, ça ne paye pas toujours. Mes parents travaillaient 7 jours sur 7, du lever du jour à la tombée de la nuit, voire plus, et il n'y avait pas d'argent à la maison. Donc, comme quoi le travail paye, pas toujours. Mais lui m'a fait comprendre que le travail bien fait, bien positionné, avec une certaine stratégie, le travail peut payer. Et en effet, ça aurait été très facile de rester sur mes acquis. Et lui me dit non, maintenant, tu as la possibilité, il faut que tu ailles travailler dans des étoiles et Michelin, il faut que tu ailles travailler dans des grandes brigades, c'est ta chance. Vas-y, et il me dépose chez le Divelec, devant chez le Divelec, il m'emmène en voiture, il me dépose, il me dit, dis que t'as rendez-vous, tu donnes ton CV, c'est sa femme qui me tape un CV, il n'y a rien sur le CV, il y a une ligne là où j'ai travaillé et mon adresse. Et c'est lui qui me dit, dis que t'as rendez-vous, il faut que tu travailles ici. J'arrive une fois de plus, force de persuasion, à convaincre monsieur le Divelec qu'en effet, je dois rentrer chez lui assez rapidement. Je l'explique dans le livre, et puis c'est ma chance, puisque c'est le début encore d'autres choses, et très rapidement, vous dire que c'est le Divelec qui ensuite me place à l'Élysée. C'est ça, et c'était une grande maison, ce Divelec, il faut le signaler. On va peut-être en parler à un moment donné dans cette émission, encore une fois. Vous allez obtenir un BEP hôtellerie-restauration à l'école de Paris des arts des métiers de la table. D'abord commis, responsable de poste. Vous allez faire votre service militaire à l'Élysée. Vous allez y rentrer pour la première fois à 19 ans. Est-ce que tout d'abord, vous vous souvenez du premier jour où vous avez travaillé dans cette grande maison, et peut-être de cette émotion ? Mon premier jour à l'Élysée, bien évidemment, je ne peux pas oublier. Alors, je ne pourrais pas vous décrire toutes les journées que j'y ai passées en 28 ans, mais ce qui est sûr, c'est que la première et la dernière, je m'en souviens très bien. La première, déjà, j'arrive. Ce qu'il faut comprendre, c'est, alors les gens connaissent, forcément on en parle ces jours-ci en plus, l'Élysée, le Divelec, la fameuse photo avec le président Mitterrand et Mazarine Pinjot, c'est sorti de chez le Divelec. Je suis ce jour-là en cuisine, d'ailleurs, je le raconte dans le livre, et donc c'est parce que le Divelec a cette accointance avec tous les hommes politiques qu'il arrive à me placer pour faire mon service militaire avec un gros piston à l'Élysée. Je dois y rester 1 an. Et j'y suis resté 28 ans. Et la première journée, je m'en souviens très bien, on arrive avec d'autres appelés du contingent, des jeunes qui doivent faire leur service militaire. Nous sommes 3 en cuisine, il y en a un en service et il y en a un autre dans le service de la correspondance présidentielle. Et donc moi j'arrive dans les cuisines, c'est 500 mètres carrés de cuisine sur une belle hauteur sous plafond, en sous-sol mais avec du jour. Moi je sors d'une cuisine d'un 2 étoiles, mais en sous-sol pour le coup, sans fenêtre, avec des escaliers qui montent et qui descendent. Et là, j'arrive dans une très grande cuisine avec une brigade de 30 personnes qui s'affairent, on est en fin de service, mais qui s'affairent à terminer le service. Et je rencontre Joël Normand, qui est à l'époque le chef de cuisine, meilleur ouvrier de France. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que à cette époque-là, personne ne connaît l'intérieur du palais de l'Élysée, très peu. Il n'y avait pas la communication, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait eu très peu de reportages, donc je n'avais aucune possibilité de me renseigner, savoir comment étaient les cuisines de l'Élysée, donc je les découvre vraiment. Aujourd'hui, vous tapez cuisine, palais de l'Élysée, vous avez même la visite en 3D, vous avez tout, donc il y a eu énormément de reportages, mais à l'époque où moi je rentre dans cette cuisine, on ne l'a quasiment pas vu. Il n'y a pas de livre de cuisine dessus, le chef n'est pas sur les réseaux sociaux, donc on ne peut pas l'avoir. Et je rencontre Joël Normand, qui est un emblème de la cuisine française, meilleur ouvrier de France, et qui me dit lors de cet entretien que lui est rentré à l'Élysée à 14 ans sous le général de Gaulle.
C'est-à-dire que j'ai face à moi quelqu'un qui a toute l'histoire de la 5e République au fourneau. D'ailleurs, je perds un peu le fil de la conversation parce que moi, je réfléchis, je dis le général de Gaulle, j'essaye de calculer sur mes doigts, aussi bien des mains que des pieds, combien de temps ça fait qu'il est là. Et je comprends que je me fais même la réflexion. J'arrive assez jeune avec les erreurs aussi de ma jeunesse, mais je me dis comment on peut rester aussi longtemps dans une maison. Moi, j'y reste 1 an et je m'en vais. Puis un jour, je me retourne, ça fait 25 ans que je suis là. Et pour la petite anecdote, pourquoi est-ce qu'aussi un jour j'ai décidé de partir de l'Élysée? C'est que quand je me retrouve chef, alors je vais vite d'appeler du contingent à chef, il s'est passé beaucoup de choses, mais je suis le chef de cuisine et donc j'embauche des jeunes et je reçois des jeunes qui sont nés dans les années 2000 sur leur CV. Et quand moi je leur explique du haut de leurs 20 ans, moi je suis arrivé sous Jacques Chirac, je lis dans leurs yeux Jacques Chirac, pour eux c'est la préhistoire. Oui. Et là je me dis, tiens, je lis Il dans est ses temps. yeux, là où j'étais, il est temps que je fasse autre chose. On va voir qu'à ce moment-là, vous allez commencer à exercer au Palais de l'Élysée au service des présidents de la République et vous le dites dans votre ouvrage, vous avez le sentiment de faire partie de la grande histoire. Vous allez les servir pendant près de 30 ans, c'est ce que vous venez de dire, Guillaume Gomez, et vous allez gravir les échelons et vous dites l'Élysée vaut 10 écoles de cuisine. Oui, j'ai cette chance d'arriver à l'Élysée à une époque également qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, comme moi, des jeunes appelés viennent faire leur service militaire et arrivent des meilleures maisons de France et du monde. Ils ont travaillé dans les 3 étoiles, les 2 étoiles et à échanger avec eux. Mais c'est comme si vous faisiez des stages chez Alain Ducasse, chez Joël Robuchon, chez Bernard Pacot, chez Alain Passard. Chez tous ces grands chefs, ils arrivent de la France entière, du monde entier. Ils ont travaillé chez Daniel à New York et ainsi de suite. Et donc, on échange nos techniques, nos recettes. Et en l'espace de quelques mois, quelques années, on progresse comme si on avait travaillé dans toutes ces maisons-là. Donc pour moi, c'était une grande chance. Une grande chance aussi parce que quand vous arrivez sur la fin de votre service militaire, a priori, Jacques Chirac veut abroger le service militaire. Et donc, à ce moment-là, c'est Normand qui vous dit « Non, mais en fait, on va peut-être te garder. » Vous devez partir pour une aventure et finalement, il va vous dire « Bon, on va vous garder parmi le peu de gens qu'on peut garder. Il va vous payer et vous allez y rester toutes les années que l'on vient d'évoquer. » Au fur et à mesure, vous allez remporter des concours, notamment à l'âge de 25 ans, où vous recevez le titre de meilleur ouvrier de France, ce qui fait de vous le plus jeune lauréat de l'histoire dans la catégorie cuisine. Et c'est Jacques Chirac qui va vous remettre cette médaille. Et cette distinction va jouer pour vous, mais aussi à un moment contre vos valeurs, Guillaume Gomez. Oui, alors, j'arrive à l'Élysée. Souvent, quand je parle de mon parcours, quand je parle auprès des jeunes, je suis porte-parole de l'Association des apprentis de France. Quand je les rencontre, je leur explique bien évidemment qu'il y a du travail. Il n'y a personne qui arrive à une réussite, quelle qu'elle soit, sans travail. Je n'y crois pas. Si vous êtes là aujourd'hui, vous avez travaillé, Cyrielle, pour y arriver. Donc, bien sûr, j'ai travaillé. Mais j'ai eu aussi beaucoup de chance. Pourquoi j'ai eu de la chance ? Je rentre à l'Élysée. Au moment où j'arrive à l'Élysée, Jacques Chirac annonce ça va être la fin du service militaire. Donc, de la brigade où il y a 17 appelés du contingent, d'un seul coup, il va falloir embaucher des civils. Pas tout de suite, dans 1 an et demi. La chance fait que, de par le travail, oui, de par les concours, Joël Normand me dit « Non, mais il faut que vous restiez ». Donc, il arrive à ça et il va demander à Jacques Chirac d'embaucher plutôt un civil pour que je reste. Parce que je lui dis, si je m'en vais, je vais partir et je vais pas revenir dans 1 an. Je vais prendre un poste à responsabilité et je vais pas planter quelqu'un pour revenir ici. Ensuite, pourquoi encore beaucoup de chance ? Je passe en effet ce concours de meilleur ouvrier de France. Je le remporte. Ça, c'est le travail. Ce n'est pas la chance. Mais la chance que j'ai, c'est que je deviens un des meilleurs ouvriers de France en janvier 2004. Joël Normand part en retraite en décembre 2004, moins d'1 an plus tard. Donc je passe numéro 3, d'un seul coup numéro 2. Et en effet, pourquoi vous parlez des valeurs, c'est qu'on me propose à ce moment-là, Jacques Chirac me propose d'être le chef des cuisines, de passer numéro 1 des cuisines. Je refuse, c'est la première fois que je dis non à un président de la République, parce que Bernard Vaution, qui est là depuis de nombreuses années, qui était mon supérieur depuis plus de 30 ans, qui était mon supérieur, qui était le numéro 2, j'estime que par son travail, par les valeurs qui sont les siennes, c'est à lui d'être le chef de l'Élysée. Je n'ai que 25 ans, il faut savoir raison garder. J'ai été très fier d'être son adjoint pour avoir cette légitimité d'être le chef quelques années plus tard. Vous avez dit que vous avez appris d'Emmanuel Macron savoir privilégier l'admiration et l'amitié au nom de la loyauté. Et ça, j'aimerais que vous nous l'expliquiez parce que je trouve que c'est très beau. Oui, ce que j'explique dans le livre, c'est que un moment, un journaliste fait dans le Figaro un article sur notre promotion des meilleurs ouvriers de France 2004, ce qui est une très belle promotion, et nous surnomme la promotion Voltaire de la gastronomie en référence à la promotion Voltaire de l'ENA. Et donc, parce qu'il y a dedans Emmanuel Renaud qui a 3 étoiles, Christophe Baquier qui a 3 étoiles, Gilles Reinhardt, le chef de chez Paul Bocuse, Éric Prat, 3 étoiles. Il y a beaucoup de chefs, nous sommes 24 lors de cette promotion, c'est tous les 4 ans le concours de meilleur ouvrier de France. Et c'est vrai que c'est une très belle promotion qui a été surnommée par la presse la promotion Voltaire. Et quand le président Emmanuel Macron m'interroge sur pourquoi ce nom de la promotion Voltaire,
moi j'explique et je dis peut-être avec le talent, l'union qui est faite, et je parle de fidélité. Et là le président m'explique que en tout cas en politique, il me le dit pas comme ça, mais avec ses mots, il me dit en ce qui est du reconnaissance et du talent, peut-être la fidélité c'est autre chose, parce qu'en effet en politique, qu'est-ce que la fidélité? Jacques Chirac a dû faire trahir peut-être, en tout cas les commentateurs de l'époque le disent, Chaban-Delmas pour en être là où il en est, ainsi de suite, ainsi de suite. Et Emmanuel Macron s'émancipe de François Hollande pour faire sa carrière, et ainsi de suite. Et donc peut-être qu'en effet, la loyauté, en tout cas, n'est pas pour une certaine carrière ce qu'il faut tenir, et plutôt être en raccord avec ses valeurs et sa dimension personnelle et tenir sa ligne plutôt que de penser à la loyauté. Ce qui n'a pas été mon cas dans la vie et ce qui n'est pas mon cas. Et c'est peut-être pour ça que je ne fais pas de politique. Et on va voir évidemment dans votre ouvrage que c'est très important pour vous, cette fameuse admiration et amitié que vous avez portée à vos pères. On le lit dans cet ouvrage-là. Une médaille importante, pas celle du meilleur ouvrier de France comme certains pourraient le penser, mais celle que moi je préfère. La manière dont vous en parlez est merveilleuse, la plus chère à votre cœur, celle du jeune chef à Strasbourg, reçu aux côtés de votre mère et votre premier voyage. Comment vous allez vivre cette toute première distinction? Pourquoi elle est chère à mon cœur? Bien évidemment, le titre de meilleur ouvrier de France, c'est quelque chose qui a créé ma destinée dans ce métier. Mais le premier concours, j'ai cette chance de commencer par une victoire. Je fais ce trophée national du jeune chef en Alsace, j'ai 20 ans, un petit peu moins, en mars 98, et je gagne. Et c'est pour moi, la première fois que je suis confronté à la victoire sur un concours de cuisine, c'est mon premier concours. C'est la première fois qu'il y a de la médiatisation, mon nom dans la presse, la photo, la première fois qu'on me reconnaît dans la rue en Alsace parce qu'il y a eu un article dans les dernières nouvelles d'Alsace, ainsi de suite. Et ensuite, pour le plan personnel, vous l'avez lu dans le livre, mais je peux emmener ma mère et je remporte un week-end, je peux emmener ma mère. Ce qui n'est pas dit dans le livre, c'est qu'en plus du prix que je gagne, ça je le dis dans le livre, mais je gagne à l'époque 10 000 francs, ce qui est énorme. Ça sert bien évidemment à régler des problèmes d'argent à la maison et donc je suis très heureux et très fier de ça. Mais c'est en effet un moment important parce que c'est la première fois que je deviens quelqu'un dans ce monde de la gastronomie, de la cuisine, et ça a changé l'image même qui était la mienne au sein de la brigade. Avant ce concours, je suis un cuisinier parmi les autres dans la brigade. Après ce concours, je suis le jeune qui a remporté le concours. Donc même vis-à-vis de mes chefs, vis-à-vis de mes collègues, c'est différent. Et ça insuffle quelque chose aussi dans la brigade, de jeunes qui ont envie de faire des concours. Et moi, ça a été le début de mes concours, jusqu'au titre de meilleur ouvrier de France, jusqu'à en créer plus tard et ainsi de suite. Et vous devenez chef des cuisines des années plus tard et vous allez en voir des présidents, à commencer par Jacques Chirac, on l'a compris, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Pas d'un point de vue politique évidemment, mais humain. Lequel avez-vous préféré, si vous pouvez le dire, Guillaume Gomez? Oui, alors c'est pas que je peux le dire ou je peux pas le dire, c'est que j'ai eu des histoires différentes avec les quatre. J'ai travaillé pendant 10 ans avec Jacques Chirac. J'ai été, sur la fin du mandat, le cuisinier personnel de Bernadette Chirac, et donc à vivre dans l'intimité du président, et c'était une autre époque. Et les quatre sont différents, mais les quatre ont une approche de la gastronomie et de l'alimentation assez importante. Et celui avec lequel j'ai eu le plus de collaboration, c'est bien sûr Emmanuel Macron. Déjà parce qu'on a le même âge, on a 6 mois d'écart. Je l'ai connu, je le rappelle, secrétaire général adjoint de l'Élysée sous François Hollande. Il aime la gastronomie, il aimait déjà ça, il s'intéressait déjà aux cuisines, à l'agriculture, à l'artisanat, au monde de la gastronomie, à la viticulture. Donc forcément, on avait plus d'acquaintance, et puis on est de la même génération. Donc c'est bien sûr avec Emmanuel Macron que je me suis plus entendu. Et j'oublie pas qu'à la fin de mon histoire avec l'Élysée, il y a 4 ans, il me nomme ambassadeur de France pour la gastronomie et son représentant personnel. Exactement. Et vous dites qu'il est la synthèse des 3 présidents précédents. Vous saviez notamment qu'il reviendrait et par la grande porte, vous l'écrivez. Forcément, la question qu'on vous demande tout le temps, ce sont les indiscrétions. J'imagine que vous avez signé un contrat de confidentialité, Guillaume Gomez, donc je ne vous poserai pas la question des indiscrétions qu'on ne dévoilera pas. Ça va pas jusque-là. Alors oui, je dis que c'est la synthèse. Je dis en effet que je le lui avais prédit qu'il serait président de la République parce que, vous savez, à l'Élysée, je suis avec Patrick Didelot à l'époque, le patron des maîtres d'hôtel qui avait une 30aine d'années de maison. Et ce qu'on dit à Emmanuel Macron, secrétaire général adjoint, lorsqu'il part de l'Élysée, c'est que nous, ici, à l'Élysée, on s'y connaît pas en politique, on s'y connaît en homme politique. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on avait pressenti beaucoup de choses. Jean-Marie Le Pen au 2e tour des élections, ainsi de suite, parce que vous avez à l'Élysée 1000 agents qui sont les meilleurs instituts de sondage du monde, du secrétaire général aux agents qui vivent le quotidien des Français, ils ne sont pas coupés du monde, et donc on a des tendances bien évidemment. Et Emmanuel Macron nous faisait penser à
à l'empathie d'un Jacques Chirac, avec l'énergie d'un Nicolas Sarkozy. Il nous faisait penser à une synthèse un petit peu des présidents que nous avions servis. Donc oui, je lui ai dit en effet qu'il serait président de la République. Alors je le pensais pas aussi vite, je vous avoue, quand il part de l'Élysée, mais il revient rapidement comme ministre et ensuite l'histoire vous la connaissez. Donc voilà, donc c'était en effet quelque chose qu'on avait pressenti. Mais j'étais pas le seul. En tout cas, vous dites que vous lui dites. En tout cas, vous avez le courage de lui dire. Et vous écrivez dans ce milieu, la discrétion n'était pas une consigne. Avec plaisir, n'était pas une consigne, c'était une respiration naturelle. On apprend vite qu'un bon cuisinier n'est pas seulement un artisan de goût, mais aussi un gardien du silence. C'est ce que vous dites au moment de cette fameuse photo, notamment entre Mitterrand et Mazarine Pinjot. Par le menu quotidien au Palais de l'Élysée, vous allez assister, bien sûr, à des confidences, vous-même, avec des chefs de l'État. Vous allez leur parler, vous allez peut-être avoir des échanges intimes. Est-ce que vous en avez vu certains craquer et vous le dire ? Oui, alors déjà pour répondre à la deuxième partie de la question à laquelle je n'ai pas répondu, il n'y a pas besoin. Oui, j'ai signé des choses, mais il y a pas besoin. Enfin, j'ai eu un niveau d'habilitation secret défense qui avait ce qu'il y avait de plus haut. Et après, vous savez, c'est juste du bon sens. Vous avez un minimum l'intelligence de comprendre les sujets qui vous concernent, ceux qui vous concernent pas. Et moi, par habitude, depuis 30 ans, ce qui me concerne pas, je l'oublie assez rapidement. Donc, j'ai même pas besoin de dire ça. Je dois pas le dire parce que je l'oublie. Mais assez vite parce que ça se fait naturellement en fait. Et c'est aussi pour ça, peut-être que lorsque vous êtes le chef de l'Élysée, vous êtes l'un des plus proches collaborateurs du président. Vous vivez des moments, bien sûr, d'intimité, des moments privés, des moments publics. Oui, on voit des choses, oui, on entend des choses. Et quand ce sont des choses qui ne nous concernent pas et qui ne concernent pas la mission qui est la nôtre, à savoir la mienne, nourrir le président, et on fait la part des choses. Et oui, on a vécu des moments d'intimité quand vous êtes en déplacement avec le couple, avec la famille, avec des collaborateurs. Vous voyez des choses comme toutes celles et ceux qui sont dans l'entourage d'une personne publique. Vous évoquez dans cet ouvrage certains moments drôles qui ne sont pas forcément avec vous d'ailleurs, et vous avez bien sûr, et vous évoquez dans ce livre, des rencontres avec de nombreux chefs d'État. Qui vous a le plus impressionné ou pour qui vous avez peut-être le plus de respect ? Je crois savoir la réponse. Alors, qui m'a le plus impressionné, qu'on respecte, bien évidemment, j'ai eu la chance, les 28 ans où j'ai servi la présidence de la République, de rencontrer plusieurs fois la reine d'Angleterre. François Hollande avait eu cette phrase en disant que la reine d'Angleterre n'était pas un chef d'État comme les autres. Et bien évidemment, même si en termes de protocole, on ne fait pas de distinction entre un chef d'État et un autre, quand vous recevez la reine d'Angleterre, la pression naturelle, l'ambiance au sein de l'Élysée n'est pas la même que lorsque vous recevez un autre chef d'État. Et c'est pas grave, et je pense qu'aucun autre chef d'État n'en tient rigueur parce que c'est exactement la même chose chez eux. La reine d'Angleterre a été un chef d'État très impressionnant pour tout le monde. Évidemment, j'ai envie de vous poser beaucoup de questions sur la cuisine. Est-ce que le choix d'un plat peut être, pour vous en tout cas, peut dire beaucoup sur une personnalité ? En fonction du choix, si on vous demande tel ou tel plat, est-ce que ça dit quelque chose de nous selon vous, Guillaume Gomez ? Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. C'est ça. Non, je pense que ça peut être en responsabilité, mais pas que. Avant tout, le plat, c'est une envie, c'est un instant, c'est une gourmandise. Ce qui est sûr, c'est que le plat qu'on va faire pour la personne peut en dire beaucoup. Le choix de la personne, de son plat, peut-être pas, mais si celui qui cuisine, celui qui vous reçoit, vous fait tel ou tel plat, oui, je pense que ça peut en dire beaucoup. On va continuer cette émission avec vous, évidemment, Guillaume Gomez, pour votre livre À la table du destin d'un rêve d'enfant au Palais de l'Élysée aux éditions Orcade. Ça passe très très vite, restez avec nous. C'est le rappel des titres et on revient sur Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, 2 bébés sont décédés dans une garderie non agréée à Jérusalem. Les services médicaux et la police n'ont pas encore pu déterminer les causes du décès. L'incident a également fait 55 blessés, dont plusieurs enfants souffrant de difficultés respiratoires. 3 personnes ont été placées en garde à vue pour être interrogées. Tsahal et le Shin Bet seront convoqués sur le projet de loi sur la peine de mort pour les terroristes. La peine de mort existe dans la loi israélienne, mais nécessite une décision unanime d'un panel de 3 juges et n'a jamais été mise en œuvre.
Les États membres de l'Union européenne devraient refuser de participer au Conseil de paix pour Gaza lancé par Donald Trump. Les capitales européennes dénoncent notamment les déclarations répétées du président américain sur le Groenland, jugées excessifs et inacceptables. Ces propos auraient définitivement convaincu l'Union européenne de se tenir à l'écart de cette initiative américaine. Selon des sources diplomatiques, Donald Trump aurait également invité le président russe Vladimir Poutine à rejoindre ce Conseil de paix. Le gouvernement iranien affirme que l'accès à Internet sera rétabli d'ici la fin de la semaine. Selon des médias proches de l'opposition, la télévision d'État iranienne a été brièvement piratée hier soir, diffusant des messages de l'opposition. Dans une intervention du prince héritier en exil, Reza Pahlavi, il a appelé la population et les forces de sécurité à se retourner contre le régime. Enfin, en France, le Premier ministre Sébastien Lecornu doit annoncer lors du Conseil des ministres la méthode retenue pour faire adopter le projet de loi de finances 2026. 2 scénarios sont sur la table. Le premier est le recours à l'article 49.3. Cependant, l'opposition peut déposer une motion de censure et si celle-ci est adoptée, le gouvernement serait renversé et le budget annulé. Et merci beaucoup Nina Alouche, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Guillaume Gomez et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour, c'est David Revaud-Dallon. Retrouvez-moi tous les jours du lundi au jeudi à 7h45 pour l'interview politique de Radio J. France, gouvernement, assemblée, campagne électorale, Israël, international. Chaque matin, un invité politique pour comprendre les grands enjeux contemporains à 7h45 dans le 6-9 uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Guillaume Gomez, pour son livre À la table du destin d'un rêve d'enfant au Palais de l'Élysée aux éditions Hors Cadre. Bien évidemment, Guillaume Gomez, on vous pose toujours la même question. Quel est le plat préféré de nos chefs d'État ? Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est davantage quel est votre plat préféré à vous ? Oui, alors quel est mon... Je vais vous dire une réponse un peu bateau, j'en ai pas, je suis très gourmand, j'aime tout. Et souvent quand on me pose la question, que ce soit pour les chefs d'État ou pour moi, c'est ce que je dis, si je vous demande à vous quel est un plat préféré, vous allez m'en citer un. La plupart du temps, quand je demande aux gens et quand est-ce la dernière fois que vous l'avez mangé, ça remonte plutôt à un souvenir. Et donc je dis c'est quand même assez triste d'avoir un plat préféré et de pas le manger. Et si vous le mangez souvent, si je vous le fais 3 fois par semaine, ce sera plus votre plat préféré. Donc ce que je conseille aux gens, c'est de surtout pas avoir de plat préféré et d'être curieux et de goûter à tout. Vous parlez d'un plat alors que je ne connais pas et j'aimerais que vous l'évoquiez dans cette émission. C'est un plat espagnol qui tient au corps. Ah oui, el cocido. Ouais. Oui, c'est la cuisine espagnole, presque moyenâgeuse. C'est une cuisine de pois, soit pois chiches, soit haricots blancs. C'était une cuisine des campagnes où on mettait un morceau de ce qui restait de la viande, soit un morceau d'agneau, soit un morceau de volaille, soit un morceau de cochon. On cuit surtout les légumes et c'est très nourrissant parce que, bien sûr, c'est un peu gras, hein, ça reste de la cuisine espagnole. Je vais me fâcher avec tous mes copains espagnols. Mais c'était la cuisine qui allait à l'essentiel et qui devait vous faire tenir la journée. Est-ce qu'il y a un plat fou qu'on vous a demandé de cuisiner ? Non, vous savez, moi j'ai travaillé pour des présidents de la République qui sont assez raisonnables en tout cas dans leurs attentes et leurs demandes. Et contrairement à tous mes copains qui travaillent dans des palaces où on vient leur demander des caprices à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, nous à l'Élysée, les gens sont surtout là pour travailler. Et donc on est là pour les nourrir, on est là pour représenter la France et le meilleur de la gastronomie française pour les grands dîners. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné, Guillaume Gomez ? Il y en a un ? On m'en a donné beaucoup, j'en ai suivi certains, pas tous. Le travail reste quand même pour moi le fil conducteur de ce qu'a été ma vie et encore aujourd'hui. Et je pense que celles et ceux qui m'ont conduit à aller vers plus de travail à chaque fois et m'ont repoussé, à chaque fois m'ont poussé dans mes retranchements, ont été, je pense, des conseils judicieux. Il y en a eu un. Ce qu'on ne s'est pas marié, il faut l'oser. Oui, exactement. C'est-à-dire que en cuisine, je pense qu'il n'y a pas d'interdit. Moi, je suis toujours un peu
pas énervé, mais parce qu'on ne s'énerve pas pour ça, mais quand on me dit non mais c'est comme ça que ça doit être fait, moi très jeune, je comprenais pas pourquoi on me disait c'est comme ça, mais pourquoi c'est comme ça? Si on n'arrive pas à m'expliquer pourquoi c'est comme ça, c'est qu'il n'y a rien qui l'oblige. Moi je mets ce que je veux dans une paella, il n'y a pas quelqu'un qui va m'expliquer que c'est pas comme ça que ça se fait, ou dans les carbonara c'est pas comme ça que ça se fait, ou dans ceci c'est pas comme ça que ça se fait, et qu'est-ce qui l'interdit surtout, si c'est bon, si c'est voilà, donc je suis plutôt pour et c'est comme ça qu'il y a des innovations et c'est comme ça qu'il y a de la recherche, et donc je pense que la gastronomie est un art vivant qui ne doit pas être figé, et sans oublier de là où on vient, la tradition n'est pas à opposer toujours à l'innovation. Ambassadeur de la gastronomie française, c'est ce que vous êtes devenu après avoir quitté vos fonctions à l'Élysée le 24 février 2021. Vous ne partez donc pas bien loin puisque vous allez occuper cette étiquette-là. Vous allez dire au revoir à cette mission l'année dernière quasiment jour pour jour, Guillaume Gomez, avec beaucoup de fraternité dans votre échange avec Emmanuel Macron. Oui, je vous l'ai dit, on se connaît, on s'est connus, on avait 36 ans, on a 6 mois d'écart. Donc oui, il me reçoit pendant près d'1 heure dans son bureau avec une discussion franche, comme à chaque fois que c'est une discussion avec le président, et à sa demande, c'est-à-dire que ça peut durer 10 minutes, lui décide de prolonger l'échange, donc il n'y a aucune raison que ça devienne quelque chose qui ne soit pas franc, donc oui, ça l'est. Pour le coup, puisqu'il y a de la franchise entre vous, une question un petit peu d'actualité que je tiens vraiment à évoquer, est-ce que vous lui avez insufflé ou soufflé beaucoup de bonnes choses, du type quand vous voyez les agriculteurs manifester, ça ne date pas d'hier, comment vous réagissez? Est-ce que vous l'avez aussi sensibilisé sur le sujet? Oui, mon rôle a toujours été auprès du président, mais même ceux d'avant, de dire les choses. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le dire au président de la République. Si vous ne voulez pas les réponses, ne me posez pas les questions. Et bien évidemment que ce qui se passe dans l'agriculture française est un drame, mais pas d'aujourd'hui, depuis longtemps. Et je le dis, pas de gastronomie sans agriculture. Et si aujourd'hui on a la gastronomie française qu'on a, c'est parce qu'on a une agriculture qui est unique au monde. J'ai eu l'occasion de le dire aussi, si la gastronomie était une équipe, l'agriculture en serait la capitaine. On a la meilleure agriculture au monde. Il faut la défendre, il faut la protéger, et pour ça, il y a des choses à faire. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc oui, je dis au président à chaque fois ce que je pense. Après, comme tous les conseils, il fait lui en fonction d'eux, et après, je ne suis pas toujours écouté tout le temps, surtout. Guillaume Gomez, depuis vous avez ouvert une agence de conseil, c'est le premier jour du reste de votre vie depuis 1 an, j'ai la sensation. Comment s'articule votre vie ? Très bien, écoutez, je suis très heureux dans ma nouvelle vie d'entrepreneur, avec les joies et les difficultés qu'ont tous les entrepreneurs de France, mais j'en suis très heureux et tout va très bien. À côté de cela, vous vous êtes engagé, vous militez depuis de nombreuses années. D'ailleurs, je tiens à signaler que votre ouvrage, tous les revenus de cet ouvrage vont être reversés à des associations caritatives. On sent que c'est très important pour vous. D'ailleurs, vous ouvrez votre livre avec cette information-là. Ce qui vous intéresse n'est pas de raconter votre vie. Vous avez mis d'ailleurs beaucoup de temps à le faire, mais c'est surtout pour aider les autres. Et on sent que cela vous tient à cœur et au corps dans cet ouvrage-là. Je laisse le soin à nos auditeurs de le découvrir. Mais pourquoi l'engagement et pourquoi militer ? Je pense, une fois de plus, que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai des gens qui m'ont aidé. Je sais, vous savez, on dit tout le temps, faut pas oublier d'où on vient. En fait, quand on vient de là où je viens, on peut pas l'oublier. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et à chaque fois qu'on m'a sollicité, autant que faire se peut, j'ai essayé de répondre. Et pas parce que j'étais touché par tel ou tel drame. J'ai aidé la recherche sur le cancer pédiatrique sans avoir eu de cancer. J'aide aujourd'hui des gens dans l'éducation. J'aide beaucoup d'associations parce que je pars du principe, à partir du moment où on peut le faire, je le fais. Et vous l'avez dit, l'intégralité des droits d'auteur de mon livre, mais de tous mes livres, c'est le 9e, partent pour des associations. Justement, dans quelques mois, le 18 mars, vous serez en Israël pour le gala Meir Panim. Ce n'est certainement pas le premier que vous faites parce que vous parlez hébreu, ça fait plaisir. Vous allez proposer un nouveau dîner gastronomique. Vous serez le parrain avec Arthur notamment cette année-là. Et donc, cela fait des années que vous êtes un des représentants de ce gala. Oui, j'ai créé les semaines de la gastronomie française avec Lionel Choucroune et Yohann Smadja en Israël il y a une dizaine d'années pour le rayonnement de la gastronomie française, comme je l'ai fait en Corée, en Italie et dans beaucoup de pays du monde. Et donc, j'ai découvert Israël il y a maintenant une dizaine d'années. Et lorsqu'on me sollicite pour ça, je l'ai fait pour le Keren Hayesod. Meir Panim m'a sollicité pour parrainer les actions qu'il mène ici en France avec Jocelyne, sa présidence. Et cette année, le dîner de gala se fera en Israël et je suis très heureux de pouvoir retourner en Israël. Ça fait 3 ou 4 ans, 5 ans même. Je ne suis pas allé en Israël, donc je serai là-bas avec Arthur pour parrainer le dîner de gala. Ce sera à Herzliya, à l'hôtel d'Anne Acadia.
Dans votre livre, on apprend beaucoup de choses sur vous, évidemment, que vous avez fait de votre cuisine une école de vie, c'est important de le dire, Guillaume Gomez, un miroir de la République, un art de la paix, car on sait ô combien la gastronomie rassemble, mais il y a aussi un autre message, selon moi. Ah oui. Écoutez, je pense en effet que, alors c'est pas moi qui le dis, Gilles Bragard qui a créé le Club des chefs a cette phrase: si la politique divise les hommes, la bonne table les réunit. Et si on veut la paraphraser, beaucoup de sujets peuvent nous diviser. S'il y en a un qui peut nous réunir, c'est quand même manger, se réunir autour d'une table. On découvre le mot de souveraineté alimentaire depuis quelques années. À quel moment on l'a oublié, puisque c'est notre besoin le plus vital après respirer. Donc je crois beaucoup en effet que la table peut en tout cas rassembler, fédérer et amener un discours différent, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement. Mais aussi pour dire que qui que vous soyez et d'où que vous veniez, tous les rêves sont faits pour être réalisés et c'est possible. Dans ce livre, il y a votre parcours, mais aussi celui de vos parents. Vous avez échappé plusieurs fois à des drames et avez eu beaucoup de chance. Vous en avez connu, de la chance aussi. La foi, c'est important pour vous, Guillaume Gomez? C'est important pour des gens qui m'entourent, c'est important pour moi sûrement. Alors je pratique aucune religion, je suis de toutes les religions. Je rencontre des gens formidable et fabuleux. Je suis très ami avec des prêtres orthodoxes, je connais très bien Chaim Corsia, le grand rabbin. Je pense que la foi amène quelque chose chez les gens et moi qui suis pas un grand croyant, en tout cas, je suis sûr qu'il faut croire en quelque chose. Oui. Et je crois beaucoup en l'homme et je crois beaucoup dans les décisions. On est la somme de nos décisions et donc je crois beaucoup dans ces décisions et je pense que la gastronomie m'a aussi amené ça. Je vois comment prendre des décisions, la bonne, comment cela peut changer votre vie et la vie des gens. Guillaume Gomez, je crois savoir que vous aimez la musique. On y va tout droit avec Fabien Martin. Radio J. Bonjour Fabien. Cyrielle, bonjour. Bonjour Guillaume Gomez, enchanté. Merci Cyrielle, c'est un beau cadeau que vous nous faites d'inviter un chef d'une telle envergure. Je vous ai déjà parlé du lien, selon moi, qu'unit la cuisine et la musique, et à quel point certains chefs peuvent être inspirants pour, non pas pour la grammaire, mais plutôt pour la composition, l'harmonie et puis l'équilibre. Voilà. Bon, donc vous aimez la musique, j'en suis ravi. Quel style de musique Plutôt alors c'est un peu bateau, mais j'aime bien toutes les musiques. Je prends autant de plaisir à écouter de la musique classique que du rock, même du rap. Je m'étonne à tout écouter. Je pense que la rythmique amène quelque chose. On va essayer de traverser tout ça. Vous savez, dans la vie, on a tous des projets. C'est ce qui nous fait avancer. Parfois, les projets ne se réalisent pas. Et d'autres fois, non plus. Moi, par exemple, il y a quelques années, j'avais eu cette envie de publier un livre avec un concept simple. Un plat pour un disque pour un plat, une sorte d'accord parfait entre une recette détaillée et un album pour l'accompagner du mieux possible. Ce projet, je vais le réaliser maintenant grâce à vous et vous allez voir, ça va nous prendre 5 minutes à peine. Donc on va piocher dans quelques-uns de vos plats les plus emblématiques et les accompagner non pas d'un vin, parce que c'est encore le dry January, je vous le rappeler, mais donc de musique. J'en bafouille. Alors, autant vous le dire tout de suite, on va être dans la musique distinguée, dans la douceur, parce que figurez-vous qu'il existe un niveau de décibels à partir duquel l'appréciation gustative se dégrade. Voilà. Je pense que Guillaume, vous le savez, Cyrielle, c'est pour ça que dans les restaurants d'ailleurs, la musique n'est pas poussée. Il n'est pas fort. Voilà. Donc, autant vous dire qu'on n'est pas là pour envoyer du ACDC. Non, Benjamin Souffle, non. Mais ça, c'est une blague de notre réalisateur Benjamin. Bravo, merci. Non, ouais. Cyrielle, dites quelque chose, intervenez, je vous en prie. Écoutez, moi, c'est pas mon dada ACDC, pour être honnête. Très bien. Alors, on va commencer par le début, avec en amuse-bouche la fameuse soupe de truffe, un plat tout simple, avec de la truffe, quelques dés de foie gras, un bouillon de bœuf et une croûte feuilletée. Plat typiquement français, donc compositeur français. Le choix est vaste entre Ravel, exactement, créé par Paul Bocuse. Donc le choix est vaste entre Ravel, Debussy, Satie, mais c'est Fauré et sa pavane qui vont nous accompagner, quelque chose de rassurant avec de l'allant, de la classe, de la surprise, tout ce qui correspond à ce plat d'une distinction extrême. Pour l'entrée, on va taper dans un classique de chez Guillaume Gomez, les Saint-Jacques marinés au citron vert et son tartare de saumon. On veut à la fois de l'acidité, de la longueur en bouche. Alors on va aller chercher la trompette de Miles Davis et un des meilleurs albums de jazz de tous les temps, Kind of Blue. Voilà, nous sommes encore dans quelque chose de feutré, mais qui peut nous surprendre à tout moment avec du silence, de l'espace et surtout quelques accents là où il faut pour apporter du souffle.
Nous arrivons au poisson avec votre bar cuit à la croûte de sel. Pour ça, il nous faut quelque chose de souple et solide à la fois, avec de la fluidité, du mystère, comme une sirène qui viendrait nous envoûter. Alors on pense à une voix, mais attention, une grande voix, par exemple celle de Barbara Hendricks dans une œuvre de Villa-Lobos. Voilà, écoutez les violons en pizzicato derrière qui sont là à taper doucement pour fendre la croûte de sel. On reste concentré à la fois sur la tendreté du filet et la profondeur de la voix, et nous voilà à déguster notre loup au fond des océans. On va peut-être passer à la viande, Fabien. On passe à la viande. Très bien, Cyrielle, passons à la viande. Alain Passard, si tu nous écoutes, désolé par avance. On va aller dans la volaille d'exception, et celle que vous affectionnez, cher Guillaume, c'est bien sûr la volaille de Bresse. Encore une spécialité très française. Et là, j'ai envie, pour le coup, de jouer la carte des contrastes. John Lennon disait « Le rock français, c'est comme le vin anglais ». Alors pour accompagner cette volaille, un plat populaire mais exigeant, on va passer un petit moment avec les Beatles naturellement. Et puis comme on en est au plat et qu'il s'agit de pas trop s'endormir non plus, je me dis qu'un peu de pop, ça peut pas nous faire de mal. Voilà, c'est l'extrait du White Album des Beatles, qui je vous le rappelle est un double album, ce qui nous laisse tout le temps pour déguster votre volaille, cher Guillaume. On arrive au plateau de fromage. Alors on va rester dans le terroir, dans le rugueux, mais avec de l'élégance. Et entre le bleu d'Écosse, le chèvre de Valençay et le Beaufort 18 mois, on est dans le symbolique. Faut pas se rater. Et moi, j'entendrais bien une folk légère, typique, avec du caractère. Quelque chose qu'on a envie d'écouter et de réécouter. Parce que soyons honnêtes, le problème avec le fromage, c'est qu'on n'arrive jamais à s'arrêter. Et je vois pas autre chose que Sufjan Stevens et son album Carrie and Lowell, qui revient sur le territoire de son enfance et de ses parents. Non, la voix n'arrive pas, c'est pas grave. Voilà, c'est bien pour manger du fromage, ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très bien. Ça vous va ? Très bien. Alors c'est déjà l'heure du dessert, ça va vite, Alors plutôt des desserts, parce que j'ai dû vous faire une petite infidélité, vous allez comprendre pourquoi. Bon. Pour votre dessert, j'ai choisi de partir sur votre Paris-Brest, revisité avec 5 copotés d'agrumes. Ça a l'air très bon ça, un peu espiègle, frais, un classique légèrement détourné. Bref, on dirait du Gonzalez, une musique qu'on pourrait qualifier de néoclassique, notamment sur son album Piano Solo Volume 1 et ce très beau titre. Oh oui, on s'imagine bien. C'est pas mal ça pour un dessert de Guillaume Gomez. Ouais. Du Gonzalez. On n'est pas loin en plus. Vous connaissiez ? Oui. Ouais. Et alors, on termine notre repas par un moment émotion, donc une petite infidélité, je vous disais, puisque je vous propose les crêpes de ma grand-mère, des crêpes différentes et bien meilleures que les autres, pour une raison et une seule, c'est parce que c'est celle de ma grand-mère. Et là, je vous propose un album de Michel Jonas pour déguster ces crêpes, peut-être avec un petit vin hongrois. Ah non, mince, ça on peut pas le vin, toujours pas, nous sommes en janvier. Donc Michel qui a souvent chanté la famille, celle qu'on retrouve le dimanche autour d'un plat, ou celle qui s'éparpille, et je vous propose son album La Nouvelle Vie 1981, et cette chanson, V'là le soleil qui se lève. V'là le soleil qui se lève en plein milieu de la nuit, pour aller boire un verre de lait. Voilà, moi je trouve que c'est un très bon album pour manger des crêpes, et nous rappeler surtout que la cuisine c'est avant tout du partage, de la famille, des amis, de la qualité, de la simplicité entremêlée. Je pense que Guillaume Gomez, vous êtes assez d'accord. Tout à fait. Avec Merci. cette définition. Merci pour ce voyage. C'est moi, je vous en prie. Merci beaucoup pour cette découverte gustative et puis auditive. Fabien Martin, à la semaine prochaine sur Radio J. Dans l'équipe de France de foot. Le billet du jour. Et tout de suite, c'est le billet du jour avec vous, Adèle Salomon. Bonjour. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous, bonjour Guillaume Gomez. Guillaume Gomez, je suis vraiment ravie d'être face à vous aujourd'hui parce que j'adore la cuisine. Attention, pas la faire. Je ne connais pas la différence entre une passoire et une mandoline. Globalement, mon plat signature, c'est sardine en boîte sur son lit d'huile. Un délice, voilà. Les jours de fête, je mets carrément la dite sardine sur du pain préalablement beurré. Voilà. On sait se faire plaisir, En revanche, j'adore regarder les gens cuisiner. En fait, en y réfléchissant, ça marche avec beaucoup de choses. Globalement, j'aime bien rien foutre en regardant les autres travailler, c'est ça. Demandez à mes potes en vacances, ils seront d'accord. Mais la cuisine, c'est particulier.
15 ans à regarder Top Chef, à me passionner pour les chromeski de yuzu relevés à la gare, sans comprendre un traître mot, mais en étant émerveillée de voir des gens transformer des pousses de radis en plats 3 étoiles. Un côté un peu magique. Parce que c'est fou comme la cuisine fascine, même sans la goûter à travers Top Chef. Comme le pouvoir finalement, c'est fascinant aussi. Donc c'est sûr que quelqu'un qui a été le chef de l'Élysée pendant plus de 25 ans, c'est jackpot. Vous étiez le palais du palais finalement. Pas de chef, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Après, vous n'avez pas été juste chef, mais plutôt chef d'orchestre, Guillaume Gomez. J'ai jamais vu une page Wikipédia avec autant de titres dans la section récompenses et distinctions. Alors, je vais pas tous les lire. Il y en a, je pense, qui n'existent pas en vrai, tellement il y en a dans tous les sens. Mais depuis quelque temps, surtout, vous avez été nommé ambassadeur de la gastronomie française. Je ne vous cache pas que je n'ai pas bien compris ce que ça voulait dire, mais j'ai l'impression que ça implique des déplacements dans des foires culinaires à droite à gauche, sans parler politique, pour goûter des spécialités locales. Aussi. Alors en fait, plus j'en apprends sur vous, plus je vous trouve des similitudes avec Miss France. Voilà. Non, parce que c'est vrai, entre les foires locales et être reçu sur tous les plateaux pour dire à quel point la France rayonne culinairement, franchement, il y a un truc. En plus, vous venez de sortir un livre, À la table du destin, d'un rêve d'enfant au Palais de l'Élysée. Iris Mittenard, Miss France 2016, avait sorti Toujours y croire, la petite fille des Flandres devenue Miss Univers. En France, on adore les belles histoires. Alors, ce n'est pas votre premier livre, Guillaume Gomez, mais c'est sans doute le plus personnel. Il vous aura fallu plus de 20 ans pour tout raconter des coulisses. Sarkozy, que vous avez bien connu, ça lui a pris 3 semaines en prison pour tout raconter. Il y a peut-être un juste milieu. Il raconte d'ailleurs qu'il ne savait pas faire fonctionner des plaques, pourtant il a des casseroles. Est-ce que peut-être vous pouvez confirmer cette information sur les plaques et sur Sarkozy ? Parce que depuis quelques semaines, vous racontez des anecdotes sur tous les présidents, notamment, roulement de tambour, que Jacques Chirac n'était pas si fan de la tête de veau. Scandale. Pour moi, c'est le Watergate de l'Hexagone. C'est le tête de veau gate. Des années qu'on nous ment. Je ne comprends pas que cette info n'ait pas fait plus de bruit parce que c'est terrible quand on assimile quelqu'un à un truc faux. Peut-être que Sarkozy n'était pas si fan du Karcher, que Hollande n'aimait pas tant que ça la pluie ou que Macron n'aimait pas vraiment remanier les gouvernements. Ça, j'y crois pas. Franchement, vous êtes parti de l'Élysée au bon moment parce qu'à mon avis, sur un malentendu, Macron vous aurait proposé le poste de Premier ministre entre le cornu 1 et le cornu 12. Vous êtes d'ailleurs parti il y a pile 1 an pour monter un cabinet de conseil. Ça, c'est original, parce qu'en général, les reconversions, c'est dans l'autre sens. 15 ans en cabinet de conseil, burn-out, et hop, c'est AP Cuisine. Et ça a du sens, parce que la nourriture, c'est ultra important. La semaine dernière, un mec sur Tinder m'a demandé si tu étais un aliment, lequel tu serais. Alors, j'ai d'abord pensé au maroilles, parce que je sais être très sexy. Non, parce que c'est assez... parce que ça a l'air très fort et assez spécial. Alors qu'en fait, c'est tout doux, gentil, avec un petit cœur d'artichaut et qui cherche une relation saine et stable avec un mec gentil. J'extrapole peut-être un peu sur le maroilles. J'ai demandé à la personne qui me connaît le mieux son avis. ChatGPT m'a répondu. Un citron, pas obligatoire, mais mieux quand c'est là. J'ai toujours cru que j'étais un personnage principal, alors que pas du tout. Je suis juste un petit truc en plus, mais je vais pas en faire tout un plat. Il paraît qu'il ne faut pas vivre pour manger, mais manger pour vivre. Je ne suis pas d'accord. Manger, c'est très sérieux. Parce que quand on parle de nourriture en mangeant, on organise le dîner pendant le déjeuner, on parle à table, on rit à table, on voyage à table, on débat à table, on s'engueule à table, on se drague à table, bref, on vit à table. Et grâce à votre livre, Guillaume Gomez, on peut même savoir comment les plus hautes sphères se comportent à table. Et ça, comme les amuse-bouches, ça me met en appétit. Merci beaucoup, Adèle Selon. Merci pour cette chronique. On se dit à la semaine prochaine sur Radio J. Avec plaisir. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Et bonjour, Christian Richomme, c'est à vous. Bonjour Cyrielle, bonjour Guillaume. Bonjour. Alors pour une fois, c'est vous qui êtes à table. Et J'y suis souvent. En tout cas, vous êtes à table et vous êtes le menu. Alors je suis désolé, il n'y a pas de recette. On y va à feu doux et sans emporte-pièce. Mais on va envoyer ça sur les ondes. Alors ça commence par ce petit garçon qui est né dans un milieu modeste et qui tout de suite a su, très vite, qu'il était mature, qu'il était droit, qu'il était convaincu et dans la bonne direction. Il pouvait être docile, ferme dans ses décisions, mais dès 3 ans, on vous retrouve déjà en cuisinier. Donc c'était peut-être déjà le meilleur ouvrier de France, à 3 ans. Alors on s'aperçoit que le travail, c'est une notion très importante pour vous. Le travail, ça permet de réparer. Et puis on dit, le travail, c'est la santé. Et le travail, c'est aussi pour manger à sa faim et pour partager. Alors c'est aussi le travail, c'est tenir debout. On travaille 7 jours sur 7 avec cette discipline et cette régularité.
On arrive au service militaire. Alors moi qui l'ai fait et que ça n'a duré qu'un temps, vous, ça a duré 28 ans, le service militaire. C'est-à-dire si Jacques Chirac l'a abrogé, vous êtes resté 28 ans de service militaire à servir notre pays, notre drapeau, notre cuisine et notre République. Alors je vois en vous un lien affectif avec cette cuisine, une façon d'aimer et un langage. Parce que dans la cuisine, c'est prendre soin des autres, c'est voir les autres et montrer que les autres comptent pour nous. La cuisine, c'est aussi sécuriser, puisque la cuisine, ça peut être un lien sécure. C'est un espace convivial où on se retrouve, où on se rassure. Faire en sorte que les autres ne manquent de rien. La cuisine, c'est aussi un lieu de réparation, parce qu'on peut offrir du bien-être. On peut aussi réparer le manque, transformer la perte et sublimer certaines peurs pour être aimé. Et puis la cuisine, c'est créer du lien. Ça veut dire que par rapport à des séparations, on peut se retrouver autour d'une table. Et c'est un moment convivial, c'est un moment de partage, c'est un moment où on se retrouve, c'est comme une famille. Et puis, ce que vous nous avez dit, c'est qu'une bonne table permet de réunir les hommes. Alors ça, c'est important, et c'est ce qu'on voit dans ce livre, c'est qu'il y a cette notion de convivialité et de transmission, de transmettre quelque chose. Et puis, voilà, il y a aussi dans la cuisine de la mémoire. Il y a aussi les gestes, les goûts, les origines, les savoir-faire et nos histoires que l'on met dans nos plats. Alors sur Radio J, on a appris de vous que vous étiez dans l'humilité, une humilité profonde, que vous savez rester à votre place. Il n'y a pas de fusion avec le pouvoir. Il y a juste une fierté silencieuse, avec tous vos prix, avec tous les honneurs, avec tout ce que vous avez vécu. Cette fierté silencieuse, ce serviteur du collectif et des causes. Et puis, un mot qui résumerait ce portrait, c'est loyal. Loyal et fidèle par rapport à soi-même et envers les autres. Toujours avec du travail et de la discipline. Alors en fait, je dirais que vous êtes l'histoire d'un homme qui n'a jamais cherché la lumière, mais qui a su éclairer les tables et celles de ses hôtes. Par sa justesse, de vos gestes, en nous laissant parler comme vous êtes et en toute loyauté. Merci beaucoup, Christian Richomme, pour ce joli portrait sur l'antenne de Radio J. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci. Radio J. Cyrielle Sarah-Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Guillaume Gomez. Merci beaucoup d'être venu nous faire découvrir votre livre À la table du destin, d'un rêve d'enfant au Palais de l'Élysée aux éditions Hors Cadre. Un mot de la fin qui vous revient, vous dites ce que vous voulez. Merci déjà, merci pour tout ça. Je suis très touché, ému par une heure d'émission. C'est très bien. Je suis ravi d'avoir pu faire découvrir un petit peu ce livre et mon destin. Merci à vous de ce que vous faites au quotidien. Puis j'espère revenir vous voir pour vous raconter un petit peu la suite de ce livre et comment ça s'est passé. Avec grand plaisir. Merci Guillaume Gomez. Merci. À la réalisation audio et vidéo de cette émission, Benjamin Arnaud et Tana Noukhaïev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bien sûr, rendez-vous demain avec un nouvel invité. Ce sera Elise Moon sur cette antenne pour son spectacle Cactus. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, ce sera le journal sur Radio J. À demain.